Bonjour à tous. Alors, l'introduction vient d'être faite plusieurs fois. Vous avez vu, c'est pas très réjouissant. Bon, on a une demi-heure de retard, mais ça, c'est pas grave, parce qu'en fait, on a 20 ans de retard sur tout le reste, au moins. Ce qu'on va essayer d'aborder là aujourd'hui, en deux temps, hein, c'est, vous avez compris, une séquence amont sur vraiment les dynamiques de terrain, et une séquence aval sur qu'est-ce que ça donne dans les filières, qu'est-ce que ça donne dans l'assiette, etc. etc. Alors moi, je vais faire encore plus court que tout le monde, mais c'est facile puisque c'est pas à moi de parler aujourd'hui, je vais être animateur plutôt du débat. J'ai quand même normalement une ou deux slides, si elles arrivent, voilà, simplement pour que vous sachiez d'où je parle, et puis pour aussi reposer cette grande question du paysage. Paysage, pratique agricole, dynamique d'acteurs, tout ça c'est lié. Et quand on parle d'agroforesterie, puisque je ne l'ai pas dit, mais je suis agronome et directeur de l'association française d'agroforesterie. Donc voilà, c'est transparent, hein, une association nationale qui développe l'agroforesterie en France par des approches de territoire avec toujours une multitude d'acteurs. On ne travaille jamais tout seul. Vous voyez, hein, sur ces paysages-là, il y a une vraie révolution verte à opérer. Ça prend du temps et ça demande nécessairement de travailler ensemble, d'unir les forces, d'optimiser les moyens. En fait, hein, on a le choix entre mettre 1 euro sur la biodiversité et puis le lendemain 1 euro sur l'eau, 1 euro sur le climat, 1 euro sur le carbone. Ou alors on met X euros, sans doute en général un peu moins d'ailleurs que la somme de tout ce que je viens d'évoquer, sur une approche concertée et systémique, comme on dit souvent. En fait, l'agroforesterie, c'est ça, c'est remettre l'agronomie et l'arbre correctement en perspective dans le territoire. C'est une approche qui va du sol au paysage, qui va du ver de terre à l'abeille, comme on dit souvent. Les deux grands indicateurs qui font qu'à la fin, tout le monde est content. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Voilà, c'est aussi améliorer l'usage des ressources et améliorer les bilans, du bilan carbone au bilan économique, le juge de paix, là aussi, avec lequel à la fin, tout le monde est content. C'est rentable si c'est durable. Je pense que je n'ai pas besoin de vous en convaincre. Et il y a normalement une deuxième diapo sans les couleurs. Alors, elles vont venir voilà, petit à petit, tu peux y aller. Quand on travaille à l'échelle des territoires, hein, donc voilà, si on dézoome un petit peu, et concrètement, à des échelles de communautés de communes, par exemple, on a des programmes qui existent, qui fonctionnent. Hein, le programme Maillage, ici présent, je vous laisse comprendre le jeu de mots. L'objectif, c'est vraiment d'aller restructurer avec des agriculteurs, des apiculteurs, des collectivités, des citoyens, voilà, tout le monde, tous ceux qui veulent, petit à petit, d'essayer de réemboîter cette mosaïque paysagère, parce que c'est dans ces zones d'interface aussi que naît la biodiversité, que naît la résilience de notre système agricole et alimentaire. Je ne vais pas faire plus long. Alors, on va avoir une table ronde avec un panel d'acteurs du terrain et en introduction, en keynote, puisque c'est comme ça qu'on dit pareil, en bon franglais, on va accueillir Karine Cordier, qui va nous présenter un exemple très concret de mise en place d'un plan pollinisateur à l'échelle d'un département, le département de la Haute-Garonne. Donc vous êtes sur votre 31 régulièrement. Vous allez avoir 15 minutes, vous pouvez venir nous rejoindre. Et voilà, je vais vous laisser. Voilà, on peut réduire, si vous êtes capable d'aller plus vite que la moyenne, c'est bien. Non, on me prévient que c'est 9 quand même. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Karine Cordier. Je suis responsable du service agriculture à la direction de l'agroécologie au conseil départemental de Haute-Garonne. Et donc, Befriendly m'a demandé aujourd'hui de venir témoigner sur la mise en place d'un plan départemental en faveur des pollinisateurs. Moi, j'en ai amené qu'un seul. En faveur des pollinisateurs et de l'apiculture en Haute-Garonne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil départemental de Haute-Garonne est un département qui est très engagé en faveur de la transition écologique. Il mène une politique forte
et volontariste, et ce mot est important, donc en faveur de cette politique écologique. Et un des piliers, c'est l'agroécologie. En effet, notre collectivité a une particularité, c'est celle d'avoir une direction de l'agroécologie qui fait partie des services, une grande direction opérationnelle et stratégique qui accompagne les agriculteurs du territoire sur la résilience au changement climatique. Donc on accompagne très concrètement les agriculteurs, c'est un service public, à modifier leurs pratiques en pouvant intégrer davantage de respect du sol, protection de l'eau, en intégrant la biodiversité dans leurs pratiques, le bien-être animal, etc. Donc c'est bien sous l'angle de l'agriculture et de l'apiculture que nous nous sommes posé la question de comment travailler à mettre plus de biodiversité dans les exploitations agricoles. Et qu'est né ce plan départemental. Moi, je n'ai pas ma diapo qui arrive, mais ce n'est pas très grave. Au début de la réflexion, on a commencé à y travailler en 2019. Le plan départemental a été voté en janvier 2023 par notre assemblée départementale, mais on a commencé à y travailler en 2019. Et ça a débuté par la formation d'un de nos techniciens, qui était passionné par l'apiculture, et donc on l'a formé pendant 1 an à devenir technicien sanitaire apicole. Et on lui a demandé pendant cette année de formation de bien vouloir faire le diagnostic de l'apiculture en Haute-Garonne. Comment allait notre territoire, comment allaient nos apiculteurs, quels étaient leurs besoins. Donc Patrick est allé rencontrer tous les acteurs de l'apiculture du territoire, le groupement de défense sanitaire apicole, les syndicats apicoles qui sont chez nous, le SAM et le SAO, l'ADA, l'Agence de développement Occitanie, mais aussi la DRAF, les chambres d'agriculture, etc. Et on en a profité aussi pour interroger nos propres pratiques au niveau du conseil départemental sur comment on intégrait la gestion des pollinisateurs dans les espaces dont on avait la gestion. Et donc on a pu travailler en collaboration avec 9 directions de notre collectivité qui sont opérationnelles également, donc la direction des routes, la direction des collèges, la direction des espaces naturels sensibles, notre laboratoire départemental, etc. Et de ce constat et de ce diagnostic qui a duré plus d'1 an, on a pu sortir de nombreuses thématiques qui ont permis d'être le socle de ce nouveau plan départemental, qui en fait est constitué de 31, forcément, Haute-Garonne 31, on a déjà fait l'analogie tout à l'heure, de 31 actions concrètes, pour le coup, en faveur des pollinisateurs, et qui sont réparties en 3 enjeux principaux. Le premier enjeu, c'est comment protéger les pollinisateurs et développer leurs habitats et leurs ressources. Donc quand je parle de protection, c'est au sens large, c'est les protéger des intoxications par les pesticides, mais c'est aussi les protéger contre les prédateurs, par exemple le frelon asiatique, qui est un sujet qui nous occupe pas mal. Et puis développer les habitats et la ressource, c'est essayer de faire ça auprès des exploitations agricoles avec lesquelles nous travaillons au quotidien dans ma direction, mais aussi sur nos propres espaces au conseil départemental. Le deuxième enjeu, c'est comment accompagner la filière apicole du territoire dans son développement. Et notamment, dans cet enjeu-là, il y a toutes les collaborations au sein de cette filière et entre apiculteurs et agriculteurs. Et le dernier enjeu, et non des moindres, c'est comment informer, sensibiliser, former le plus large public possible, en passant de nos agents au conseil départemental, au grand public, et en allant voir les agriculteurs, les collégiens, les apiculteurs de loisirs aussi, qui manquent cruellement d'informations, notamment sur les volets sanitaires. Donc je pourrais vous présenter bien sûr les 31 actions. Action numéro 1. Je ne vais pas le faire. Je vous invite, si vous voulez avoir le détail de ces 31 actions, à flasher le QR code qui est là. Vous arriverez directement sur le site internet du conseil départemental et vous retrouverez tous les documents afférents, nos documents de communication, mais aussi ces 31 actions qui sont vraiment détaillées de manière très technique avec nos indicateurs, quand est-ce qu'on va les mettre en place, avec qui, etc. Je vais quand même vous illustrer ces actions-là par 3 qui concernent plus particulièrement le monde
agricole et l'apiculture, puisque notre plan est plus large que le monde agricole, mais une grande partie les concerne tout de même. Un outil de communication, par exemple, qui est apparu assez important à mettre en place quand on a fait notre diagnostic auprès des apiculteurs. Il manquait d'informations. Il faut savoir qu'on a à peu près 900 apiculteurs sur le territoire de Haute-Garonne. Et dans ces 900 apiculteurs, il y en a que 72 qui sont des apiculteurs professionnels. Même si c'est eux qui détiennent 75% des ruchers, ça fait quand même beaucoup d'apiculteurs de loisirs. Et donc on a mis en place, c'est effectif, ce qu'on appelle un flash api. C'est donc une newsletter qui est envoyée à tous les apiculteurs du territoire pour les informer, saison après saison, des bonnes pratiques à avoir auprès de leur rucher. Et la particularité de ce document-là, c'est qu'il est coécrit à plusieurs mains par toutes les personnes de la filière apicole du territoire. Donc le conseil départemental en est le maître d'orchestre, le chef d'orchestre, mais chacun amène sa contribution. Il y a une partie sanitaire avec le GDSA, des parties de la vie des syndicats. Si la Chambre d'agriculture a des informations à mettre, elle peut y avoir accès, l'ADA aussi. Et maintenant, on commence à avoir de plus en plus de collectivités qui nous demandent aussi de pouvoir témoigner de leur retour d'expérience dans ce flash-là. Donc c'est un outil qui est très opérationnel et qui apporte satisfaction. Une autre action qui a été vraiment le socle nécessaire à la mise en place de ce plan départemental. La première année, donc en 2023, on a fait une année entière d'acculturation aux pollinisateurs avec BeFriendly, avec qui on travaille en partenariat sur les actions opérationnelles de ce plan à destination des agriculteurs et des apiculteurs. Et donc BeFriendly est venu former les agents techniques de notre collectivité, alors des 9 directions opérationnelles dont je vous parlais, mais surtout les conseillers agro-environnement qui travaillent à la direction de l'agroécologie. On a 27 conseillers de terrain qui accompagnent les agriculteurs dans leur changement de pratique, de leur installation, à leur transmission tout au long de leur parcours agricole. Et donc, il y a beaucoup de sujets en agroécologie et pour pouvoir être légitime pour intervenir auprès des agriculteurs, mais il faut que nos équipes soient formées et informées. Donc on a eu un socle de sensibilisation et on a eu aussi des formations experts pour que certains de nos conseillers puissent avoir un niveau d'information supérieur. On a aussi sensibilisé une partie des agriculteurs qui le souhaitaient sur notre territoire. Et l'entrée, notre objectif, c'était vraiment d'essayer de leur démontrer l'importance qu'ils avaient pour eux, pour leur exploitation, pour leur avenir, pour leur production, à prendre en compte les pollinisateurs dans leurs exploitations, que ce soit les abeilles des collègues apiculteurs qui sont autour d'eux, ou évidemment les pollinisateurs sauvages. Donc, même si notre plan a pris naissance par l'agriculture, on voit bien qu'on parle de l'apiculture et des pollinisateurs au sens plus large. Les abeilles nous permettent d'avoir des indicateurs forts, mais on n'oublie pas tous ces pollinisateurs qu'on étudie peu et qui, derrière, rendent un service majeur pour autant. Et la dernière action dont je voulais vous parler, c'est des expérimentations concrètes qu'on peut mettre en place sur le terrain. Et quand on a fait ces sensibilisations aux agriculteurs, on a laissé un peu derrière la tête d'essayer de repérer un noyau dur d'agriculteurs qu'on pourrait essayer de mobiliser sur un territoire cohérent. Et on a eu la chance de pouvoir le trouver. Donc sur le nord de notre département, le nord toulousain, on appelle ça, on a trouvé en effet 10 agriculteurs qui étaient volontaires pour rentrer dans un protocole d'expérimental que l'on mène avec BeFriendly pendant 3 années pour interroger leurs pratiques et les faire évoluer au bénéfice de davantage de biodiversité et de protection des pollinisateurs. Donc on a audité leurs pratiques agricoles, on a mis en place un outil de diagnostic, pareil, qu'on a co-produit avec nos conseillers agro-environnement et BeFriendly, et on est allé voir comment ça se passait dans ces exploitations. On en a fait le retour à nos agriculteurs et on a travaillé avec eux sur le plan d'action individuel que chacun se sentait capable de mettre en place sur les 3 prochaines années. Et on a
on est parti sur donc 10 plans d'action différents et nos conseillers agro-environnement vont accompagner ces agriculteurs-là dans la mise en place de ces plans d'action. Donc ça, c'était sur l'année 2024. Nos objectifs sur cette expérimentation en 2025, c'est de fédérer 10 nouveaux agriculteurs, peut-être des agriculteurs moins engagés que les 10 premiers qu'on a trouvés, parce que forcément, comme dans toutes ces démarches-là, c'est toujours les plus motivés qu'on arrive à attraper, ceux qui font déjà très bien les choses. Et donc là, l'enjeu, c'est d'aller trouver des agriculteurs qui sont peut-être moins au point sur ces sujets-là pour qu'ils aient un impact encore plus fort, un impact vitrine encore plus fort sur les autres agriculteurs du territoire. Et on voudrait aussi réaliser concrètement un document ou un outil de communication entre agriculteurs et apiculteurs pour que le dialogue se fasse sur ce territoire-là. Pour conclure, je vous ai présenté les réussites, quelques-unes des réussites de ce plan, donc qui pour moi est déjà la plus grande des réussites, c'est qu'il existe. Je pense que j'ai cru comprendre que c'était le seul de France pour un département. Il a la particularité d'être vraiment coproduit par tous les acteurs de la filière et aussi les directions en interne du conseil départemental. Donc je trouve ça assez remarquable. Je suis extrêmement satisfaite qu'on ait réussi à infuser depuis plusieurs années le sujet des pollinisateurs au sein déjà de notre institution, mais aussi des politiques des territoires, en tout cas à l'échelle de la Haute-Garonne. Mais bon, évidemment, on a été confronté aussi à des difficultés, donc il faut que je vous en parle un petit peu. Les difficultés, c'est déjà de passer d'un beau plan co-construit, écrit, à des réalités opérationnelles de mise en œuvre. C'est toujours évidemment plus compliqué quand on doit mettre en place les actions. Donc il y a des actions qui ont été menées, puis des actions qu'on a menées, mais qui n'ont pas abouti. Typiquement, on voulait produire un règlement d'aide pour les agriculteurs, pour les inciter à avoir davantage d'infrastructures agroécologiques dans leurs exploitations, donc des arbres, des bosquets, des mares, des bandes enherbées pollinisatrices. On avait mis en place tout un dispositif concerté et ce dispositif n'a pas pu être... il a été voté et puis on l'a dévoté puisque le conseil départemental n'a pas le droit d'exercer la compétence agricole. Et donc, comme il n'était qu'au bénéfice des agriculteurs, on n'a pas pu mettre en place cette politique-là. Donc, bon, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. J'aurais voulu aussi pouvoir emmener davantage le monde de la recherche avec nous pour pouvoir, notamment sur nos expérimentations, bénéficier d'indicateurs qui soient vraiment concrets et reproductibles, et puis peut-être alimenter des observatoires plus larges nationaux sur tout ce qu'on est en train de mettre en place. Ça n'a pas encore été possible, mais j'y crois. Acculturer les équipes, ce n'est pas simple. Leur dégager du temps de travail de terrain, ce n'est pas simple. Comme je le disais tout à l'heure, essayer d'élargir les agriculteurs concernés par la thématique des pollinisateurs en cette période de crise sanitaire et économique qui ne font que s'enchaîner. Les agriculteurs ont beaucoup de sujets à prendre en compte. Et puis en plus, nous, on les mobilise aussi sur l'eau, le sol. Voilà. Il y a toujours des sujets supplémentaires, c'est pas évident. Et puis évidemment, le dernier sujet, c'est la crise financière que vivent les collectivités territoriales, qui font que forcément, sur des politiques ambitieuses et volontaristes, c'est compliqué d'avancer. Pour autant, on a le soutien fort de nos élus, et donc ça, c'est précieux pour nous, puisqu'on peut continuer à développer ce plan. Donc, pour la suite de ce plan départemental, qui est donc à mi-parcours, hein, on l'a voté en 2023, il est sur 5 ans. On va faire un bilan à mi-chemin en juin de cette année. Je vais surtout compter sur la dynamique que l'on a mis en place depuis 2019 pour poursuivre dans un certain effet boule de neige, que nos conseillers agro-environnement qui ont pu travailler sur les expérimentations concrètes viennent former les autres conseillers agro-environnement du territoire, que les agriculteurs qui ont pu mettre en place des actions et des changements de pratiques réussis puissent être la vitrine des agriculteurs autour d'eux, et que les apiculteurs constatent ces avancées et surtout continuent à
à transmettre leurs besoins, à communiquer avec les agriculteurs pour que ce lien-là puisse continuer. On a semé beaucoup de graines. Elles vont chacune pousser à leur rythme et en fonction des contextes que l'on va pouvoir traverser ces prochaines années. Donc je suis confiante. Et je vous remercie. Merci. On est un peu tous pris par le temps aujourd'hui. Alors on va passer tout de suite à notre table ronde. Je vais accueillir nos intervenants. Baptiste Geoffrey, que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer, j'espère qu'il est là. Bonjour, venez nous rejoindre. Donc chacun se présentera au moment où il prendra la parole. Bertrand Ozeral qui est par là, bien sûr. Patrick Golfier et enfin Chloé Gilerski. Vous pouvez tous vous asseoir. Karine, vous pouvez rester aussi avec nous. Et puis on va donc démarrer par cette table ronde qui, comme vous l'avez vu, est rectangulaire. Mais ça marche quand même. Alors sans transition, Baptiste, puisque vous êtes là, quand on a un agriculteur, on l'interroge, parce que déjà il n'y en a plus beaucoup. Puis on est quand même un peu tous là pour ça, pour manger demain, et puis pour manger peut-être des produits un peu meilleurs, un peu plus diversifiés, etc. etc. Vous êtes donc arboriculteur, et vous êtes aussi responsable innovation chez Gerfruit, vous allez nous expliquer tout ça. Donc la première question, effectivement, de vous présenter et puis de nous expliquer aussi pourquoi, dans cette grande famille Befriendly, auquel on appartient tous, vous avez compris, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous a amené ici et qu'est-ce qui, en fait, vous motive au quotidien dans cette approche autour des pollinisateurs. N'oubliez pas d'allumer le micro. Ouais. On est plus souvent dans les vergers que ici. Je suis ravi d'être là en tout cas. Donc, je suis Baptiste Geoffrey, je suis arboriculteur, j'ai 37 ans. Et donc je suis installé sur une exploitation d'une 60aine d'hectares dans le Val-de-Loire, entre Tours et Angers. Je suis ici parce que depuis 2016, avec l'organisation de producteurs à laquelle j'appartiens, où on est 9 familles d'arboriculteurs, on s'est lancé dans un projet un peu fou de développer une nouvelle variété de pommes donc, qui s'appelle la Swing Bio, qui est une variété en fait naturellement résistante à la tavelure et aux pucerons cendrés. Donc qui est une variété qui présente des aptitudes particulièrement intéressantes pour être conduite en bio. Le bio aujourd'hui c'est autour de entre 20 et 30% des surfaces de nos vergers, donc on n'est pas 100% en bio, mais par contre depuis on va dire 6-7 ans, on est accompagné donc par Befriendly aussi sur l'intégralité de nos surfaces de vergers. Vous êtes dans le Val-de-Loire, on l'a pas dit. Ouais. Et donc cette pomme, elle est bio et Befriendly. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la pomme parfaite finalement. Forcément. Celle que tout le monde devrait faire. Non, en fait, quand on s'est lancé dans ce projet, on a essayé de réfléchir en fait à tous les impacts qu'on avait en tant qu'arboriculteur, en tant que conditionneur aussi de fruits. Et donc, c'était essayer de se dire, à chaque étape, comment on a un impact positif en fait avec ce projet. Aujourd'hui, je ne peux pas vous parler du coup de tout ce qu'on a fait à côté. C'est plutôt sur la partie biodiversité et on va dire concevoir notre verger comme un écosystème au milieu d'un paysage global. Et donc, c'est ça où, accompagné de Befriendly, on a pu réfléchir en fait à comment on a construit le cahier des charges de cette variété pour en faire, mais on est fiers de le dire, une variété très agroécologique puisque bio et en plus Befriendly. Donc même en étant dans une conduite agriculture biologique, le cahier des charges Befriendly nous interdit d'utiliser certaines matières actives. Donc on avait un défi technique. Je pourrais passer, je pense, 4 heures à reprendre tout ce qui a été énoncé aussi par rapport à la position des agriculteurs vis-à-vis de cette transition agroécologique et les modèles économiques et les contraintes dans lesquelles on est. Donc, je vais essayer de ne pas m'emballer. Mais ce qui est important, c'est que, en fait, grâce à Befriendly, on a pu
en fait, avancer petit à petit et mettre des pierres et être accompagné d'experts petit à petit. Donc, je vois Christian qui est là avec la technologie BigWard, donc des ruches connectées qui nous permettent de voir, en fait, une fois qu'on a réfléchi avec BeFriendly à quelles implantations, quels aménagements on pouvait mettre autour de nos parcelles et dans nos parcelles pour améliorer, protéger nos pollinisateurs. Mais une fois qu'on se dit protéger, on parle de leurs ressources. Donc comment on développe les ressources. Donc on a semé des bandes fleuries, donc on a aussi semé beaucoup de graines dans nos vergers. Donc tous les vergers de Swing aujourd'hui ont des bandes fleuries entre les rangs de pommiers. Et on s'est intéressé aussi aux haies. Une fois qu'on commence à s'intéresser aux haies, on a travaillé avec une entomologue qui fait des mesures en fait, dans nos vergers tout au long de l'installation de ces aménagements pour essayer de mesurer les impacts qu'on a. Parce qu'on avait aussi un côté très joli carte postale, c'est super, on plante des fleurs. Mais en fait, derrière, on fait quoi vraiment ? Ouais, donc vous avez travaillé avec un écosystème que vous avez vous-même construit, un écosystème humain. Et donc ça concerne combien d'agriculteurs tout ça ? Donc aujourd'hui, c'est un projet qui fait 120 hectares de pommiers. Hectares, éventuellement. Ouais, voilà, 120 hectares de... Bon, il n'y a pas trop de secrets. 120 hectares. Je peux être de moins en moins politique. 5000 tonnes de fruits. Donc il y a autour de 70 hectares qui sont au sein de notre organisation de producteurs, donc dans le Val-de-Loire. Et le reste des vergers, et ça c'est une richesse incroyable de ce qu'on a pu vivre ces dernières années et qu'on continue à vivre. Il y a des vergers dans le sud-ouest, des vergers dans le sud-est et des vergers dans les Alpes. Donc on s'est aussi confronté, nous, chacun arboriculteur, à nos différentes pratiques et comment ce qui était facile pour quelqu'un dans le Val-de-Loire, dans les Alpes, il disait « mais t'es fou, on ne peut pas faire ça ». Très bien. Voilà. Ben, merci pour déjà cette première perspective. Alors vous avez parlé du lien avec les apiculteurs, évidemment, hein, on les voit tout de suite arriver derrière là. Et donc Bertrand, vous qui êtes apiculteur professionnel et qui avez, comme à peu près tout le monde, 3 ou 4 autres casquettes, Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement votre métier, votre quotidien et en quoi il est connecté directement, hein, soit avec des ruches, soit par la parole, aux agriculteurs du territoire dont vous dépendez ? Alors, merci, bonjour. Moi, c'est effectivement Bertrand Ozeral. Je suis apiculteur professionnel en Lot-et-Garonne. Je suis associé avec un collègue. On a à peu près 1000 ruches de production. Notre métier, il est de produire du miel. Mais attention aussi... au micro, peut-être. Pardon, je est-ce pense. que c'est bon ? Il est allumé ? Oui, il est allumé. C'est bon. Donc, notre métier, c'est de produire du miel. C'est aussi de travailler en collaboration avec nos collègues agriculteurs dans le cadre des services de pollinisation, où on amène sous contrat des ruches dans les vergers. Chez nous, notre pays, c'est le pays du pruneau, donc sur la prune dente, sur de la pomme, de la poire, des kiwis, mais aussi de la culture multiplicatrice de semences. C'est un grand pays chez nous de la multiplication de semences potagères. Donc vous êtes dans le Lot-et-Garonne, on l'a pas dit. Nous sommes, oui. Agen, en Lot-et-Garonne, voilà. Au centre du sud-ouest, si on peut préciser. C'est ça. Et mon métier, c'est aussi, comme je le disais en préambule, de faire du miel avec nos ruches. Donc on a un contact particulier avec les collègues agriculteurs. Et c'est d'ailleurs un des points très importants de mon métier, c'est celui du rapport et de la connaissance de mon territoire dans lequel j'installe mes colonies. Donc vous êtes également président d'une coopérative. De la coopérative des apiculteurs gascons. Exactement. Apiculteurs gascons, nous sommes 12 apiculteurs qui se sont réunis pour commercialiser notre miel et parler au plus près aux consommateurs de notre travail d'apiculteurs et de liens dans le territoire au travers de notre produit fini qui est le miel. Très bien. Donc finalement, les agriculteurs ont autant besoin des apiculteurs que l'inverse. Exactement. On voit déjà la complémentarité qu'on avait parfois un peu oubliée. Baptiste, si je reviens à vous tout de suite, là, finalement, donc vous faites beaucoup d'efforts, vous sortez de la zone de confort tous les jours. Est-ce que c'est si facile tout ça ? Non. Au-delà de la motivation. Non, c'est là où il ne faut pas que je mette 4 heures à vous expliquer toutes les contraintes et tout ce qu'on vit. Après, sans dire que ce qu'on vit est insurmontable, il y en a sûrement des solutions. Ce que je peux témoigner aujourd'hui, c'est que
on a des gens qui portent des projets comme Befriendly, comme Bertrand, mais tout ça, ça vient pas comme ça. Quand je suis le matin à l'embauche à 7h à Saint-Germain-d'Arcé, dans le sud Sarthe, il se passe pas grand-chose si on ne se bouge pas. Et en fait, on vit aussi quand même des années qui sont compliquées, des phénomènes où je vais parler en tant qu'arboriculteur, je prends des variétés pour 20 ans. Le marché du bio, il était florissant pendant 15 ans, 20 ans, et en 3 ans, il s'est retourné. Et au passage, c'est ce qu'on a vécu avec Swing Bio, c'est-à-dire qu'on est arrivé au plein potentiel de production du verger, on avait voulu être prudent, on avait refusé des nouveaux producteurs de rentrer pour essayer d'être sûr de bien commercialiser, bien valoriser les fruits, ce qui est une énorme responsabilité, parce que le raccourci après il est vite fait en disant oui, Swing Bio, ils ont fait des trucs à mettre des fleurs dans les vergers, et voilà, ça s'est cassé la gueule. On a une énorme responsabilité en plus. D'anticiper puis de construire sur le long terme dans cette société qui va chaque jour plus vite. Et en fait, quand le bio, ça nous a beaucoup déstabilisé, parce que quand le bio était plus compliqué à vendre, on s'est retrouvé à vendre une partie de notre production en fait, au prix du conventionnel, et on était bio et Befriendly. Donc la question de comment, sur des projets, et comment on va inciter les agriculteurs, alors c'est inciter, c'est protéger, il y a énormément de mots derrière. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de volonté derrière. Il y a une question de valorisation aval, finalement, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, mais que vous mentionnez déjà dès le début, sur le fait qu'on peut produire quelque chose de très vertueux, encore faut-il le vendre. Voilà, tout à fait. Et ça, on le fait ensemble, avec des apiculteurs avec qui on discute. Ça, c'est faire filière, en fait. Et pour faire filière, tout est compliqué parce que même en termes de connaissances par rapport aux alternatives qu'on a, quand on va dire supprimer des matières actives, on a du mal à voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Les solutions. Il y a la valorisation, et puis au-delà de ça, qu'est-ce que... Alors, il faut que je devienne député à ce moment-là. Non, c'est difficile de dire, parce qu'il y a beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a vraiment des éléments où, quand on va voir le déclin des pollinisateurs, on est les premiers à qui ça nous heurte. Une pomme et un verger qui n'est pas pollinisé, je sais ce que c'est un fruit qui n'est pas de bonne qualité, mais mes rendements baissent, et c'est une pomme qui ne se conserve pas en plus. C'est-à-dire qu'une pomme qui n'a pas ses pépins, donc qui n'a pas été pollinisée, on les connaît. Donc on a besoin absolument des apiculteurs, on fait venir des ruches en plus de toutes les démarches qu'on a. Mais il y a un moment quand on est face à des ravageurs, parce que derrière les pollinisateurs, il y a toute la faune auxiliaire avec laquelle on travaille, et c'est toute la richesse d'un projet où on a travaillé avec des entomologues. Befriendly nous a éveillé aussi à tout un règne, en fait. Il n'y a pas du tout que les abeilles, mais elles sont vraiment importantes. Et on se rend compte qu'on a quand même de moins en moins de solutions, et on a parfois vraiment des impasses. Et quand on dit des impasses, c'est un producteur qui va perdre 40% de sa production. Et là, il y a une réalité économique qui est d'une froideur et d'une violence qui est très forte. Voilà. Merci beaucoup. On ressent en tout cas le défi qui est devant nous tous, hein, pas que les agriculteurs, encore une fois. Chloé Silierski, vous êtes chargée de projet ou responsable de projet au sein de l'association Hommes et Territoires. Je vais vous présenter, puis peut-être nous dire comment, dans cet accompagnement que vous menez au quotidien avec les agriculteurs, comment vous voyez ces choses-là, comment ça résonne. Bonjour à tous, merci Amélie pour cette invitation. Donc moi je représente l'association Hommes et Territoires, donc on est une association loi 1901, on est basé au nord du centre, donc à Orléans et Chartres, et on travaille, l'association est née il y a 30 ans sous la pulsion d'agriculteurs qui voulaient en fait travailler de manière conjointe la thématique biodiversité et agriculture. On voit que les enjeux sont très actuels aujourd'hui, peut-être que ça l'était un peu moins il y a 30 ans. En tout cas, ça fait 30 ans qu'on a une activité dans ce domaine-là, une activité de conseil, d'accompagnement, d'appui aux acteurs, et puis une activité d'animation de réseau sur ces thématiques-là. Donc au niveau local, au niveau de l'accompagnement des acteurs, on va travailler sur... en tout cas sur les sujets qui nous rassemblent aujourd'hui, principalement sur l'accompagnement des agriculteurs à l'aménagement. Donc on est en Beauce, par rapport à la carte que présentait Bertrand. Voilà, on se charge en tout cas d'accompagner les agriculteurs pour refaire maillage dans des territoires plutôt appauvris et déficitaires en termes de biodiversité, et donc aussi avec des risques sur les services de pollinisation.
dont on est tributaire parce que Grande Culture, on a aussi le colza et le tour de sol notamment, et puis on est une grande région de production de semences, notamment de potagères. Donc on travaille sur ces sujets-là d'aménagement de haies, de bandes fleuries, de modification de pratiques et de gestion sur des bords de chemin, des bords de route qui sont des délaissés, mais qui sur des territoires de grande plaine représentent en fait des corridors naturels et des espaces semi-naturels à enjeu qui sont souvent mal vus ou en tout cas méconnus. Donc ça, c'est une des principales actions qu'on a au niveau de l'association, à la fois dans l'accompagnement technique, mais aussi dans l'accompagnement au niveau d'un groupe technique national. Donc c'est là où on fait réseau avec d'autres acteurs et où en fait on démultiplie. Et je rejoins ce que tu disais, Karine, tout à l'heure, d'en fait s'ouvrir et de faire connaître les actions qu'on a à des niveaux locaux. Enfin, l'enjeu d'aujourd'hui, on en parle, c'est de démultiplier, de faire poids, et on voit que tous, chacun, on a ses volontés d'agir. Et vous avez l'impression que la connaissance est disponible et qu'on est à la phase simplement du déploiement et de l'organisation? Non, on est encore à chercher les solutions, finalement, comme disait Baptiste? Oui, on a aussi des actions de R&D. À notre niveau, c'est d'amener l'innovation sur le terrain, de faire preuve auprès de groupes d'agriculteurs, auprès de partenaires techniques, de conseillers agricoles sur ces sujets-là. Non, évidemment, il y a besoin de connaissances, il y a besoin de former, de sensibiliser. La formation, c'est un sujet aussi pour vous? Oui, c'est des actions qu'on a, j'allais y venir. Donc, on est certifié Vivea, donc c'est le dispositif de formation des agriculteurs. On propose des formations sur la biodiversité, les services écosystémiques, dont la pollinisation et la connaissance des pollinisateurs. Ça fonctionne bien? Les agriculteurs sont là. On constate. Qu'est-ce qui va pas? Oui, alors on constate qu'il y a un essoufflement. Alors nous, on le constate à notre niveau. On a échangé aussi avec nos partenaires Vivea qui ont une vision plus globale de l'accès à la formation des agriculteurs. Alors c'est une question qu'on pourrait se poser collectivement, mais le constat dans les chiffres et dans les statistiques est qu'on n'a plus beaucoup d'agriculteurs en formation. Et puis on fait aussi de la formation auprès de nos partenaires. Voilà, et effectivement, c'est un frein. Comment vous interprétez peut-être ce changement, vous qui avez connu justement une période plus faste à ce niveau-là? Franchement, je ne suis pas capable de l'interpréter. Mais en tout cas, c'est généralisé. C'est mon regard, et c'est un regard qui est partagé avec Vivea, qui a une vision plus statistique, plus nationale, au-delà de la formation biodiversité, parce qu'on s'est posé la question aussi, est-ce que c'est simplement les sujets qui n'intéressent pas? Bon, ça va plus loin. Donc voilà, moi, je ne peux pas aller me mouiller plus que ça aujourd'hui. En tout cas, il n'empêche, et ça rejoint un peu le propos de Karine sur l'accompagnement, donc on fait de l'accompagnement individuel et collectif d'agriculteurs. On voit qu'emmener des collectifs, c'est toujours plus intéressant parce que, en fait, il y a une dynamique de groupe. Il y a des personnes plus moteurs qui vont emmener peut-être des plus sceptiques. Ça cimente quelque chose. Ça permet des échanges aussi entre pairs. Et moi, je l'identifie dans mes actions de conseil et de R&D. Je peux faire des visites bout de champ, présenter mes graphiques, mes statistiques. À la fin, je suis sur le terrain chez un agriculteur qui a mis en place les choses, et systématiquement je laisse la parole à l'agriculteur parce que c'est lui qui parle à ses pairs, et ça fait toujours ça marche vous travaillez, mais ça reste anecdotique. Au risque de poser une question évidente, mais vous travaillez avec la Chambre d'agriculture par exemple? Oui. On sait qu'aujourd'hui ils ont été invités, mais bon, on est dans un contexte où ils s'expriment un peu moins, c'est la période des élections pour ceux qui ne sont pas au courant. Voilà, mais dans ce territoire-là, dans la Beauce, où apparemment ça bosse, pas que. Du coup, c'est du sérieux. En tout cas, il y a du travail. Comment on avance tous ensemble? Il y a du travail. En fait, on a beaucoup d'actions partenariales. On travaille beaucoup avec les partenaires du conseil, de l'aménagement rural, mais aussi la recherche, les collectivités. On travaille localement sur vraiment l'appui technique aux acteurs en Beauce. Après, on a des actions plutôt d'animation de réseau
À l'échelle de la région, on anime la déclinaison du plan national en faveur des pollinisateurs et de la pollinisation. Donc, on travaille principalement sur le volet connaissances et agriculture. On partage la co-animation sur les autres axes. Et puis, au niveau national, on fait partie de groupes d'experts, hein, notamment dans le cadre de l'axe 6, sur le plan pollinisateur, il y a un comité de recensement des actions favorables aux pollinisateurs qui, pour le contrat de solution qui a initié et qui anime ça, est une manière aussi de démultiplier, en tout cas d'inspirer et de faire se saisir de sujets qui marchent, d'initiatives qui marchent, d'autres territoires, d'autres partenaires. C'est des agriculteurs, c'est des conseillers, c'est des groupes, c'est des EPL aussi qui déposent des initiatives. Et tout ça, c'est une brique pour amener à la démultiplication. Alors, en fait, une excellente transition. Merci. Patrick Golfier, donc vous êtes représentant de l'enseignement agricole, enseignant donc à Agrocampus 47, on y revient toujours. Oui, et puis merci. vous êtes également spécialiste des pollinisateurs sauvages. Voilà, c'est ça, merci. Alors, comment vous voyez les choses ? Est-ce que les lycées agricoles dans tout ça, donc, qui forment la nouvelle génération, peut-être aussi l'actuelle, quelles sont les actions ? Est-ce que tout ça est bien approprié dans les cursus d'enseignement ? L'enseignement, effectivement, a un rôle crucial à jouer parce qu'on forme les agriculteurs, entre autres, de demain, et plus généralement les citoyens. Et l'approche sociétale est importante à ce niveau. Et alors nous, de l'enseignement agricole, qu'il soit public ou privé, effectivement, depuis 2014, l'agroécologie fait partie des référentiels avec 12 clés, et notamment une clé liée aux pollinisateurs. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'abeilles domestiques aujourd'hui, mais c'est l'insecte qui cache la diversité des pollinisateurs sauvages. Voilà. Si ma Mais mémoire pas est bonne, que, 900 cirques et espèces. autres, mais je ne reprendrai pas les propos qui ont été dits tout à l'heure, mais effectivement, donc ne pas oublier toutes ces abeilles-là. Mais c'est vrai que donc, oui, on enseigne ces pratiques-là, l'agroécologie, mais monsieur le député tout à l'heure l'a bien expliqué en disant que malheureusement on n'enseigne pas assez, il y a très peu d'heures encore, même dans les nouveaux référentiels, et c'est à déplorer, et c'est vrai que sans rentrer dans la nostalgie de ma Corrèze natale où je me baladais, je me retrouvais dans les propos du député tout à l'heure, et dans mes études, la botanique, on en faisait déjà quasiment plus il y a 30 ans, et l'entomologie, on n'en parlait pas. Donc il y a eu toute une partie où il faut se réapprendre à connaître cette diversité, effectivement. Donc la mission première de l'enseignement, effectivement, c'est de faire tout ça, entre autres. Vous travaillez, comment le lycée agricole, en tant que point de rencontre, entre guillemets, s'intègre dans son territoire ? Est-ce que le monde agricole est invité à venir à votre rencontre, ou est-ce que c'est l'inverse ? Alors bien évidemment, la mission première, vous l'avez compris, c'est l'enseignement, mais on a également une mission d'animation et de développement du territoire. Et à ce titre, effectivement, on ne peut pas enseigner et ne pas être en contact direct avec le monde agricole et sa diversité, quel que soit le territoire. Et donc à ce titre, effectivement, on essaye de travailler avec eux dans la transition écologique, et on s'appuie notamment sur les collectifs d'agriculteurs, type groupement d'intérêt écologique et environnemental, donc les fameux GI2E ou autres dispositifs. Quel est votre retour d'expérience là-dessus ? Est-ce que les agriculteurs sont vraiment contre la biodiversité ? C'est ce qu'on entend souvent. Alors, Bertrand l'a bien dit tout à l'heure, et nous sommes dans le Lot-et-Garonne, et dans une partie du Lot-et-Garonne où il y a à peu près 70 à 80 cultures différentes. Et le service de pollinisation, c'est un service gratuit, j'insiste là-dessus, donc qui rend un service écologique important, mais économique gratuit, également. Mais qui rapporte beaucoup, effectivement. On n'est pas loin de, je ne veux pas dire de chiffres aujourd'hui, mais à l'échelle mondiale, c'est 156 milliards d'euros, je pense, par an. Enfin, j'en suis sûr même. Et donc, oui, nous, on en a vraiment besoin des pollinisateurs sur notre territoire. Je dis bien des pollinisateurs dans le sens où la diversité de ces pollinisateurs est indispensable de par les calendriers de floraison, l'adaptation morpho-anatomique des abeilles adaptées à certaines plantes. Et donc, il est important de parler de complémentarité avec les apiculteurs professionnels, mais n'oublions pas cette belle diversité qui nous rend des services donc finalement, précieux. Il y a la formation continue dont parlait Chloé tout à l'heure, et puis la formation initiale
Avec ce réseau des lycées agricoles en France, c'est 200 exploitations, c'est ça? C'est ça. Si ma mémoire est bonne, donc ça fait quand même au moins 2 par département. À minima, oui. Ça donne un ancrage territorial intéressant. Est-ce que, peut-être Bertrand Osral en premier, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui pourrait faire partie de la solution? Alors, oui, effectivement, parce que nous, à notre petite échelle, on travaille ensemble. Le micro. Pardon. M'approche là. Et vous devez quand même m'entendre, je pense. C'est vrai qu'on travaille au quotidien avec des collègues agriculteurs, on se parle, on essaie de se comprendre sur quelles sont les productions, quelles sont vos contraintes, quelles sont les nôtres. C'est partager ces expériences-là qui sont réellement importantes pour nous. Mais à titre d'exemple, et pour illustrer un peu le propos, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'avec mon collègue, on avait un peu plus de 1000 ruches. Sur la saison complète, c'est une 50aine de ruchers. Si on considère l'abeille qu'elle fait 3 km autour, c'est un peu plus de 2000 hectares. Si on multiplie l'un et l'autre, on arrive à plus de 1500 hectares que couvriraient nos abeilles. Si, de par les chiffres... 2000 fois... Combien de ruchers fois 50, ça fait 100 000 hectares. C'est quand même assez considérable et ça fait 1500 exploitations. C'est ça, ça fait 1500 exploitations si on considère 67 hectares par exploitation en France en moyenne. Bref, ça fait donc 1500 potentiels agriculteurs avec qui on devrait avoir une interaction, nous, simples apiculteurs, donc je vous ai parlé d'un binôme. C'est effectivement impossible sur le terrain, puisque... on peut passer du temps avec nos collègues proches chez qui on a implanté nos ruchers, puisque vous avez compris, l'apiculture, c'est l'implantation aussi de ruchers, non pas chez nous, on n'est pas détenteur de terre, on se rapproche des collègues agriculteurs ou propriétaires fonciers pour positionner nos ruchers, en fonction de ce qui se passe dans le territoire, en fonction de ce qu'elles vont avoir à butiner, en vue soit de faire du miel, mais aussi de pouvoir... vivre tout au long de la saison. Donc vous êtes des bergers sans terre finalement, bergers d'abeilles, mais oui. Ça marche aussi. C'est exactement ça. Et dans les actions qu'on a pu mettre en place, nous, au sein de la coopérative, pour créer du lien, et donc on a parlé impact phytosanitaire sur nos colonies, par les services qu'elles vont rendre ou autres, mais aussi c'est la diversité de ce qu'elles vont avoir à manger dans leur bol alimentaire. J'expliquais tout à l'heure qu'on était une région de grande culture, de polyculture. Quand on est sur des pièces qui sont uniquement de colza ou de tournesol, il faut que le bol alimentaire aussi des colonies, pour leur bien-être à elles, soit aussi diversifié. Donc pour ça, c'est comment on peut travailler ensemble sur l'utilisation notamment des délaissés fonciers par l'implantation de jachères mellifères, favoriser la plantation des haies, tout ça on en a entendu parler et on continue. On a essayé de le faire, nous, à notre petite échelle coopérative, c'est trouver de la semence, aller voir nos collègues agris, fournir, proposer même de passer du temps à travailler avec vous pour pouvoir le faire, mais on est, nous deux, dans des confrontations d'échelle économique de nos exploitations. Vous avez votre travail au quotidien d'amener vos cultures à bout pour avoir une production. Nous avons notre travail avec nos abeilles pour amener au bout notre production aussi. Et on s'est aperçu de ces liens très intéressants intellectuellement et de partage de connaissances. Mais on en fait des constats sur le territoire que ça ne peut pas fonctionner si on le fait sporadiquement sur un bout d'une pièce d'un endroit chez l'un, parce que ça se passe bien avec lui, mais voilà, pas chez le voisin. Et c'est donc en ça que le lien il est important d'impliquer aussi d'autres structures. Et c'est notamment, on parlait tout à l'heure du GI2E coexistence, c'était un peu un des objectifs de comment on gère sur le territoire ces binômes API-Agri, mais bien au-delà, avec une collectivité qui nous anime sur le territoire. Très bien. Eh ben, merci, c'est très clair.